Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce mercredi 19 août. C'est l'événement pour la toute première fois de son histoire. Le Tour d'Espagne s'élancera de Monaco samedi. Le pays se prépare à accueillir cyclistes et visiteurs. C'est toute une logistique, vous le verrez dans un instant. À la veille du barrage aller de Ligue Conférence sur la pelouse polonaise du Górnik Zabrze, le coach de l'AS Monaco FC, Filipe Luis, s'est exprimé en conférence de presse pour évoquer cette rencontre importante, vous l'entendrez. L'intelligence artificielle est partout dans nos vies personnelles et professionnelles. Pour décrypter les perspectives et les limites de cette révolution, nous recevrons Christophe Holnet, ancien dirigeant de Microsoft France. Et puis à l'occasion de la venue exceptionnelle du chef turc Osman Sezener, Monaco Info a posé ses caméras dans les cuisines du restaurant Robuchon, un sujet qui risque de vous ouvrir l'appétit. Tout Monaco se prépare à accueillir le grand départ de la Vuelta ce week-end. La principauté déploie un important dispositif logistique, incluant la pose de barrières le long des 9,4 km de parcours. Les installations ont débuté pour sécuriser le contre-la-montre individuel du samedi et le départ de la deuxième étape le lendemain. Les détails d'Alexandre Olivier sur les images de Marie-Ève B. Au niveau de l'héliport de Fontvieille, la Vuelta a déjà commencé pour l'entreprise Speed Events. Spécialisés dans l'organisation d'événements, ils sont chargés de sécuriser le parcours du contre-la-montre. La procédure se déroule en plusieurs étapes. On distribue pour qu'il y ait le bon nombre au bon endroit et au moment venu, c'est-à-dire entre le vendredi soir et le samedi matin, fermeture du circuit. Là, on fera vraiment les dernières mises en place et la fermeture du circuit complète. Partout dans Monaco, le dispositif représente plusieurs milliers de barrières. L'objectif, c'est aussi d'impacter le moins possible la vie des Monégasques. On est à 12 km de barrières, quelque chose comme 6000 barrières. Sachant que dans Monaco, on ne travaille pas directement avec les semi-remorques. On ne ferme aucune voie. On privilégie de laisser les Monégasques tranquilles. Donc on ne travaille pas trop la nuit, pas trop le matin, que les gens puissent aller travailler. On essaye de faire en sorte de gêner personne. Vous voyez, on essaye à chaque fois qu'on peut laisser passer les véhicules, les bus, pour gêner au moins les commerçants et les touristes. Donc on essaye d'être un petit peu invisible pour cette installation. Et on en fera de même pour le démontage le samedi soir. Le jour de la course, les déplacements en voiture seront très limités, mais il sera possible de se déplacer à pied dans la principauté. Le dispositif va permettre plusieurs points de passage pour traverser les routes. Il y aura 25 points de cisaillement, ce qu'on appelle. Ce sera des passages protégés qui seront tenus par des collaborateurs qui feront traverser que quand ils le pourront, qu'il n'y aura pas de vélo en vue. Et sinon, non, pas de voiture, évidemment, pendant toute la durée de la course, quoi. Pour ce type d'événement, la sécurité est un sujet primordial. Avec des vélos allant à plus de 50 km/h, l'organisation rappelle aux spectateurs venant sur place d'être très prudents au bord des routes empruntées par les cyclistes. Et à l'occasion du contre-la-montre inaugural qui s'élancera à 16h17 de la place du Casino, les coureurs traverseront le mythique chapiteau de Fontvieille. Traverser un chapiteau de cirque, c'est une première pour un tour cycliste. Pour faire de cet événement une véritable fête populaire, de nombreuses animations sont prévues dès 15h en partenariat avec l'école de cirque Tous en piste, au programme musique et présence d'artistes pour les petits comme pour les grands. En football, alors que l'AS Monaco FC a annoncé le départ de Paul Pogba, le club va entamer sa saison demain en Pologne. Les Rouges et Blancs seront opposés au Górnik Zabrze pour le match aller des barrages de Ligue Conférence. Le coach Filipe Luis et Łukasz Radecki ont partagé leurs sentiments avant la reprise au micro d'Alexandre Olivier et Marie-Ève B. Écoutons-les. Really a strong opponent. We could watch a lot of games of him from last season and also especially from this season. They play against Fenerbahce. It was a tough game. Against Ferencváros also really difficult game, especially in their house. Great atmosphere. You can see the teams have the clear ideas of the manager and they have good players, dangerous players on the wing, faster counter-attack. Also really players who want the ball, they have quality to play. So for sure it's a team that's going to be difficult. It's an opportunity to play in Europe. And the Conference League is a beautiful competition. And we are looking forward to it. Of course we have some issues, but not an excuse. We have a great squad to compete and try to win there in Poland.
There's always some kind of small nervousness before the first real game. We've had a couple of good games in the preseason, a couple of games where we could have done better, but yeah, I mean, for me, we face a really good team. They put Fenerbahce through a lot of pain. I think they were a better team against Ferencvaros. They started the season really well. I think they haven't lost in the league and at home. Yeah, I know Podolski is one of the owners. They have a Slovakian coach, so they have good wingers, dangerous wingers. So we will, like I said in the first question, we will have a tough day at the office. Et le match de retour de ce barrage se jouera au Stade Louis II jeudi 27 août. Mais les Monégasques n'auront pas vraiment le temps de souffler entre les deux matchs puisqu'ils vont enchaîner avec un déplacement au Havre pour la reprise de la Ligue 1 ce dimanche à 17h15. En tennis, Hugo Nys et son partenaire Édouard Roger Vasselin se sont imposés hier soir face à la paire Johnson-Zelensky. Ils se qualifient donc pour les huitièmes de finale de l'ATP 1000 de Cincinnati. Un peu plus tôt, Valentin Vachereau, associé à son cousin Arthur Rinderknecht, s'était incliné face à la paire italienne Bolelli-Vavasori 10-5 au super tie-break. Dans l'actualité diplomatique, le nom du futur ambassadeur de France à Monaco a été dévoilé. Il s'agit de Christophe Lemoine. Le diplomate a été désigné en Conseil des ministres par le gouvernement français. Un choix validé ensuite par le Palais. Après avoir incarné récemment le rôle de porte-parole du Quai d'Orsay, Christophe Lemoine succédera donc à Jean Dossonville le 1er septembre prochain. Elle est partout ou presque. L'intelligence artificielle s'est installée durablement dans le quotidien des entreprises et auprès du grand public. Avec des outils capables d'écrire, de traduire, de créer des images, elle va même jusqu'à nous assister dans nos décisions. Jusqu'où ira cette révolution ? Faut-il s'en réjouir ou au contraire s'en inquiéter ? Pour répondre à ces questions, nous recevons Christophe Holnet, spécialiste du numérique et des nouvelles technologies. Il est interviewé par Patricia Navarro. Bonsoir Christophe Holnet. Bonsoir. On parle beaucoup des multiples applications de l'IA, de la plus-value qu'elle peut apporter, des limites. Dans le monde de l'entreprise, notamment, vous dites que ce sont les salariés qui avancent aujourd'hui plus vite que les entreprises elles-mêmes dans ce domaine. Comment l'expliquez-vous ? Et est-ce que cela signifie que dans beaucoup d'entreprises, les collaborateurs utilisent déjà l'IA, mais alors sans véritable cadre ni stratégie de leur employeur ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un phénomène mondial qui est apparu avec l'apparition de ChatGPT il y a maintenant bientôt 4 ans. Et aujourd'hui, vous avez plus de 70% de la population qui l'utilise au quotidien. Donc, je dirais que l'IA fait partie de la vie de tous les jours dans les interactions qu'on peut avoir avec son téléphone mobile, son ordinateur. Et c'est sûr qu'il y a une impatience des salariés de pouvoir avoir le même genre d'outils dans leur activité. À la fois une impatience et une inquiétude, parce qu'on peut imaginer que ça peut effectivement remettre en cause un certain nombre de tâches ou de jobs en les automatisant. Mais globalement, il y a une maturité grandissante de la population sur l'IA. Et on retrouve un peu un phénomène similaire à celui qu'on a vécu au moment de l'arrivée des téléphones mobiles, où finalement on avait son email personnel sur son iPhone et on ne comprenait pas qu'on ne puisse pas l'avoir sur son ordinateur. C'est ce qu'on appelait le Bring Your Own Device. Et là, on voit à la fois les entreprises voir les salariés venir avec leur IA en leur disant attention, il y a un risque de sécurité, il faut qu'on vous mette en place l'IA maison, mais tout ça prend un peu de temps. Mais est-ce que ça veut dire que pour un dirigeant, aujourd'hui, le vrai risque, c'est de ne pas investir assez vite dans l'IA ou d'investir sans vraiment savoir précisément quel retour sur investissement il peut en attendre ? Le risque, il est de ne pas investir, ça c'est sûr, mais il faut investir intelligemment, autant que je puisse en juger. Et à mon avis, il s'agit de réfléchir à comment je vais transformer l'organisation. Parce que l'IA, aujourd'hui, elle peut bien sûr supprimer quelques jobs, mais globalement, elle automatise des tâches. Et c'est pas parce que vous automatisez 20% des tâches de 5 personnes que vous pouvez supprimer un poste. Il faut en fait repenser de façon holistique l'organisation globale en disant je vais gagner un dividende de temps d'une certaine façon. Comment je le réalloue ? Je peux réallouer, malheureusement, en diminuant un peu quelques emplois, mais je peux aussi dire, attention, ça me permet d'avoir plus de gens sur le terrain, plus de commerciaux. Dans l'administration ou le secteur public, on voit tout le bénéfice qu'on pourrait en tirer en réallouant des personnes au contact du terrain, au contact des usagers, plus de professeurs, moins de gens dans les bureaux.
Oui, vous le dites, on présente souvent l'IA comme une menace, c'est vrai pour l'emploi. Est-ce que le véritable bouleversement, c'est finalement moins la disparition des postes que l'obsolescence beaucoup plus rapide des compétences? Vous avez tout à fait raison. L'IA accélère une obsolescence des compétences dans la mesure où la façon d'analyser l'information, de la manipuler, de la résumer, de la synthétiser, de la rendre, tout ça a complètement évolué. Et donc, des compétences purement analytiques qui pouvaient exister, ben, finalement, elles peuvent être remplacées. Donc, il faut se déplacer vers une capacité d'orchestration, finalement, de l'intelligence artificielle et de l'humain. Et donc, ça met effectivement beaucoup de pression sur les employés pour qu'ils puissent s'adapter à ce nouveau monde. Et je pense que dans la mesure où ils l'utilisent à titre personnel, ils en perçoivent tout le bénéfice potentiel. Donc je pense qu'il faut plutôt avoir une démarche d'accompagnement pour s'approprier ces outils-là et pouvoir en faire une amplification de ce que l'on produit en tant que collaborateur. J'ai souvent l'habitude de décrire l'intelligence artificielle comme un exosquelette, quelque chose qui vous permet de vous amplifier. Oui, c'est assez parlant effectivement comme image. Alors, vous n'êtes pas devin, mais on parle beaucoup des milliards investis dans l'IA et d'une possible bulle. Si cette bulle devait se dégonfler, qu'est-ce qui resterait? C'est sûr qu'il va y avoir des secousses. La bulle va se fissurer. Mais ce qui est fondamental, à mon avis, ce qui va rester, c'est les business models qui vont capter la valeur de l'usage du client. Les entreprises qui vont se positionner comme étant des partenaires de la mise en œuvre des outils d'IA auprès des entreprises vont être les gagnants. Il y a de nouveaux business models à inventer et je trouve que c'est ce qui est passionnant, c'est que la chaîne de valeur, elle est totalement bouleversée et on ne sait pas exactement qui vont être les gagnants. Est-ce que c'est les processeurs, les modèles de langage, le logiciel, le service, le conseil? Et tout ça va créer une forme d'incertitude. Il va y avoir des gagnants et des perdants, mais ce qui est certain, c'est que l'IA continuera à se développer massivement. Voilà, donc on retiendra, au-delà de la défiance que tout un chacun peut avoir, qu'il y a les notions d'éducation et d'accompagnement, notamment avec cette image de l'exosquelette, qui sont vraiment capitales dans l'approche envers l'IA. Merci beaucoup Christophe Holnet de nous avoir apporté ce regard toujours éclairé sur l'IA en entreprise et même au-delà. Merci. Coup de projecteur à présent sur une femme inspirante qui fait rayonner Monaco par son talent, Marcella Maignan. Cette auto-entrepreneuse est à la fois directrice artistique, éditrice, créatrice de bijoux et chanteuse. Le travail de cette italo-chilo-américaine se situe donc à la croisée des médias, de la culture et de la mode. Vanessa Dessy et Jean-Alexandre Dordet l'ont rencontrée. J'ai commencé très tôt à être très intéressée et passionnée pour la mode. Je suis partie à Milan à faire mes études de mode. Et j'ai commencé à faire des éditos et à faire la Fashion Week pour elle dans cette époque et après l'officiel. Et j'aimais tellement que je suis créé ma propre magazine, s'appelle Regia. Aujourd'hui, elle est à Monaco pour tous les kiosques. Je suis très contente de ça. Et avec The Arsenal, c'était l'amour pour mon mari, en fait, qui est le fondateur de The Arsenal, qu'on s'est rencontrés à Miami. Et j'ai commencé à faire toute la partie création de vêtements pour femmes. Donc j'ai créé cette tenue que je porte aujourd'hui, c'est notre collection avec Pirelli qu'on a créée depuis le Grand Prix à Monaco. On a des magasins un peu dans le monde entier et donc toute cette vie en live, ça me donne toute cette inspiration pour des choses, de comment c'est le futur ou de l'évolution. J'adore tout ce que tu peux l'utiliser pendant la nuit ou pendant la journée, que c'est le même vêtement et tu peux le changer avec les accessoires. J'étais toujours très très folle des bijoux et tout ce que c'est les pierres et l'or, des choses un peu antiques. Et quand c'était le 2019, j'ai décidé de créer ma propre marque de bijoux. Ça s'appelle Nibiru Patrimoine. Et c'est tout inspiré sur des anciennes cultures mayas. Et après, tout ce que c'est les cultures anciennes sumériennes. Et j'adore la partie grecque byzantine et l'Empire ottoman. Donc mes bijoux, ils sont comme ça,
Et c'est vrai qu'on dirait qu'ils sont anciens, mais il y a une touche futuriste dedans. Poursuivons le voyage en Turquie. Le pays s'invite dans nos assiettes, ou plutôt dans les assiettes du restaurant Robuchon. Le chef Jonathan Larieux a accueilli le chef Osman Sezener en principauté. L'occasion d'offrir aux clients une expérience gastronomique absolument unique, avec un menu aux saveurs orientales. Voyez ce reportage gourmand d'Alban Gingembre et Marie-Ève B. Pendant 2 jours, le chef Osman Sezener prend possession des cuisines du restaurant Robuchon Monaco. Pionnier d'une cuisine locavore et engagé, il raconte dans ses assiettes l'histoire de la Turquie, de ses terroirs et de ses saveurs. We brought Turkish ingredients with us. With all the dishes, there are different Turkish ingredients. So we are going to cook with Turkish ingredients with French style cooking. So we'll combine both cuisines here. We'd like people to understand how diverse Turkey is, the Turkish food, and we would like to show them the real Turkish local sustainable ingredients. Ça nous permet d'avoir une vision sur une autre cuisine, donc c'est un chef qui a plusieurs restaurants et plusieurs étoiles en Turquie, qui est assez proche des produits et qui a une attention quand même particulière. Il a beaucoup de produits qu'il va récolter lui-même, qu'il va produire lui-même. C'est enrichissant parce que c'est un échange et du coup on revient un peu sur ces règles un peu d'hospitalité et d'échange entre chefs, donc c'est appréciable. Une bonne cuisine, c'est une cuisine qui se partage, à l'image de cette rencontre entre 2 chefs qui pourra donner lieu à une suite en Turquie cette fois-ci. En bref, carton plein pour les expositions monégasques cet été. La barre des 50 000 visiteurs a été franchie pour l'exposition Monaco et l'automobile de 1893 à nos jours, qui depuis le 1er juillet rassemble au Grimaldi Forum plus de 50 véhicules de légende. Du côté du musée océanographique, l'exposition Méditerranée 2050 a franchi le cap symbolique du million de visiteurs, autant de personnes sensibilisées à la protection de la Grande Bleue. Et la mer, ils sont nombreux à l'exploiter pendant les vacances scolaires. Durant 5 jours, 30 enfants embarquent à bord du catamaran de l'Académie monégasque de la mer pour une aventure pas comme les autres. Emmenés par le capitaine Frola, quadruple champion du monde d'apnée, ils apprennent à devenir de véritables pirates des abysses. Immersion. Les petits pirates ont rendez-vous à l'Académie de la mer. Un catamaran de 13 mètres les attend, mais avant d'embarquer, un briefing est de mise, même si les enfants sont déjà montés à bord hier. Mon direct système est bon. Une fois que j'ai testé tout ça, je ferme la bouteille et je vide un petit peu le gilet. Soit en appuyant sur le tuyau annelé, soit en tirant sur les purges rapides. Chacun s'équipe, combinaison, palme, masque. Il est l'heure pour les pirates et les moniteurs de partir en mer. Vive la nature! Vive la nature! Vive les pirates! Vive les pirates! Qui en est-nous? On est les pirates! Un site de plongée différent est choisi à chaque expédition. Aujourd'hui, c'est à Roquebrune que l'équipage, dirigé par le capitaine Frola, s'apprête à jeter l'ancre. Alors à tribord, il y a quelqu'un ou il n'y a personne? Personne. On peut sauter alors? Ah oui, mais d'abord, il faut regarder à bâbord. À bâbord? Très bien. Et devant? Il n'y a personne. Et donc s'il n'y a personne à tribord, personne à bâbord, personne à devant, qu'est-ce qu'on fait? On tient le masque et on dit « Attention, je saute !» Attention, je saute! Ne saute pas, hein. Au programme du jour, la découverte de la plongée, mais pas que. Spécifique pour les enfants, à partir de 8 ans, on les prend à partir de 7 ans et demi en réalité. Ça fait 25 ans que ça dure et ce sont des multi-activités. On y pratique principalement les activités subaquatiques, la plongée bouteille, la randonnée palmée et la plongée libre. Et puis plein d'activités annexes telles que le sauvetage, les sauts, le matelotage et des recherches au trésor. Ils passent des niveaux au fur et à mesure que le temps passe. Alors il y en a pour qui c'est la première fois, généralement ce sont les enfants de 8 à 9 ans. Ce sont des baptêmes qui vont passer le premier niveau, soit l'otarie, soit le plongeur blanc. Une fois qu'ils ont fait ça, ils vont passer le bronze, l'argent, la qualification palanquée, l'or, le PE12, c'est-à-dire plongée à 12 mètres, et le PE20, qui est le dernier niveau des plongeurs enfants et le premier niveau des plongeurs adultes. Chacun progresse à son rythme. Ici, pas de compétition. L'objectif est avant tout de les sensibiliser à la protection de cet environnement fragile en leur permettant de s'émerveiller face au trésor de la mer. Et qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui ?
beaucoup de poissons, des girelles pans, beaucoup de soap et des cerfs en écriture et une murène. Je passe le niveau dauphin d'argent. Je voudrais avoir le PE20, même si c'est encore loin. J'essaye de l'avoir. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sous l'eau? Je ressens que tout le monde s'arrête. J'ai adoré et vraiment ça me donne envie de continuer. Ce stage peut même faire naître chez certains des vocations. Marine a commencé élève comme eux. Elle enseigne désormais au sein de l'école. De base, je voulais faire plein d'autres métiers comme les enfants, architectes, agents immobiliers, etc., etc. Et c'est vraiment quand j'ai eu le déclic en année supérieure, quand j'ai fait les études de commerce et que je voyais... Alors je faisais commerce et biologie marine. Donc je voyais que la biologie marine quand même me plaisait beaucoup plus que le commerce et c'est en réfléchissant, en faisant beaucoup de stages aussi, où je me suis beaucoup ennuyée, que je me suis dit mais en fait ici les journées elles passent à vive allure et donc je pense que je veux faire ça toute ma vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent une fois sous l'eau? Non mais une fois sous l'eau c'est liberté. Pour moi j'ai l'impression de voler sous l'eau, de découvrir un autre monde que je découvre tous les jours, un monde différent. Ce matin par exemple j'ai vu 2 barracudas vraiment gigantesques, j'ai jamais vu des aussi longs. Donc chaque plongée est différente et avec chaque enfant aussi, donc c'est vraiment génial. 16h, retour sur la plage du Larvoto. Les moussaillons quittent le navire avec des souvenirs plein la tête et l'impatience de repartir à l'aventure dès le lendemain. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Nous la refermons comme nous l'avons ouverte sur les préparatifs de la Vuelta. Tout Monaco se pare des couleurs du Tour d'Espagne dont les équipes seront officiellement présentées ce jeudi à 18h sur la place du Casino. Les photos sont signées Stéphane Dana. À suivre les prévisions météo de Christinda Petit-Homel. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 19h. Passez d'ici là une excellente soirée sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et tous. Demain, les températures seront comprises entre 24 et 28 degrés. Le ciel sera nuageux en matinée avant l'arrivée d'averses orageuses dans l'après-midi. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Bernards, un prénom d'origine germanique qui signifie ours courageux.